C'est ce qu'il fallait faire depuis. Et la licence, il y a eu la première édition, il y a eu la deuxième édition, et puis le master c'est la première édition. Et je crois que c'est un coup de maître. Et nos enfants ne souffriraient plus désormais, n'est-ce pas, de cette question de discrimination, d'apartheid de citoyens de seconde zone dont ils ont fait l'expérience pendant longtemps. Et c'est très important. Josué? Oui, je pense que c'est effectivement ce qu'il fallait faire depuis. C'est vrai qu'il y a un ou deux éléments qui sonnent un peu mal dans cette affaire. C'est un peu comme quand on dit, on demande à des masterisants de venir composer. Je ne suis pas sûr que cela se fasse dans beaucoup de pays au monde. Pour ce que je sais, en master, on ne vient pas composer à un examen national pour avoir son diplôme. Mais on était obligé à un moment donné d'en arriver là. Parce que, comme le disait le DE tout à l'heure, il y avait une certaine pagaille dans le système éducatif au niveau de l'enseignement supérieur privé. N'importe qui était promoteur. On n'avait aucune assurance des diplômes qui étaient délivrés. Les diplômes étaient délivrés à la tête du client ou à la tête du portefeuille le mieux fourni, ainsi de suite. Donc, il y avait une série de dysfonctionnements dans le système. Et ça se faisait ressentir. C'est vrai qu'on ne peut pas jeter la pierre à tout le monde parce qu'il y en a dans le lot, comme il le disait tout à l'heure, qui ont mis assez de rigueur dans l'enseignement. Mais on ne peut pas faire le tri pour dire ici c'est la rigueur, ici autre, il n'y a pas. De manière générale, il y avait une certaine pagaille dans le secteur. Vous rencontrez des étudiants, vous m'excusez du peu, titulaires du master qui ne sont pas capables de tenir avec vous une conversation correcte en langue française pendant 1 minute. Ça sort de tout entendement. Donc pour moi, il y avait beaucoup de choses à corriger. Maintenant, est-ce que l'examen national était la meilleure formule? C'est vrai qu'on a vu les épaisses tempêter pendant longtemps au début, mais au finish, enfin, ceux qui ont voulu ont accepté et ont laissé les étudiants aller à ces examens-là. Ça a même permis de voir un peu plus clair sur le paysage de l'enseignement privé supérieur dans notre pays. On sait à peu près aujourd'hui, parce qu'on a vu les résultats des établissements, on a vu où ça a marché, on a vu des établissements qui s'en sont bien sortis, comme on en a vu, qui ont eu des résultats assez catastrophiques, assez piteux. Donc ça laisse un peu voir à peu près, et c'est un meilleur indicateur pour les parents, au-delà de l'État, surtout pour les parents d'étudiants, de savoir vers où est-ce qu'il faut orienter tel ou tel autre enfant et surtout vers où il faut orienter tel enfant pour telle spécialité. Parce qu'il y a des établissements qui ont franchement donné de très bons résultats dans certaines spécialités spécifiques. Donc ça a permis de savoir un peu qui est qui et qui peut faire quoi. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est l'après-examen, parce que l'examen ne tiendra que sur une phase pilote. Ouais. Alors après cette phase pilote-là, qu'est-ce qu'il faille faire? Est-ce qu'il faut laisser les établissements privés d'enseignement supérieur entrer pleinement dans leurs attributions, délivrer des diplômes qui seront reconnus systématiquement par l'État? Est-ce que c'est le système de la co-signature, ce genre de choses qui va revenir, ou est-ce qu'il faut peut-être perfectionner ou revoir le système des examens nationaux pour continuer par le pérenniser? Ouais. Ce qui est important, c'est qu'il faut faire en sorte que, comme le disait le DE tout à l'heure, il n'y ait pas de citoyens de première zone et de citoyens de deuxième zone. Il faudrait que ce n'est pas parce qu'un citoyen ou un étudiant a choisi d'aller se faire former dans un établissement privé qu'il est moins savant ou moins sachant qu'un autre qui a décidé d'aller se faire former au niveau de l'enseignement public. Encore que même au niveau du public, je pense que si on y va avec la même rigueur qu'on a imposée aux établissements privés, on trouverait certainement également de l'autre côté des choses à rectifier. Enfin, par rapport à l'après, hein, on va demander tout à l'heure, avant de les laisser partir, qu'ils nous disent comment eux, ils envisagent dans leurs établissements respectifs l'après. Mais Odias, vous vous êtes réjoui récemment hein, dans une de vos cliniques, chroniques, pas cliniques là, chroniques. La réforme a quelque chose de clinique. Cette réforme, elle est clinique. Pour vous, c'est que qu'on soit du public ou du privé, c'est le même diplôme et puis cela, ça vous réjouissait? Ça devrait. Ça devrait, avec quand même un différentiel quand même à la décharge des établissements d'enseignement supérieur privés ou privés simplement qui ont envie d'attacher une forme d'identité particulière à leur formation, à leur identité pour en montrer la plus-value. C'est légitime. Il y a des établissements qui apportent des suppléments de formation ou d'expertise à leur ingénierie de formation. Donc, je crois que l'État doit pouvoir légitimer cette démarche et leur en accorder le crédit, la possibilité de vendre avec ce différentiel, d'accord, sur le marché de l'emploi. Parce que c'est ça la question, comme l'a dit Josué. C'est qu'il ne s'agit pas d'avoir des diplômes pour avoir des diplômes, mais ça, vraiment, c'est une fâcheuse tendance en francophonie. Je crois que c'est un accident de l'histoire. Il faut qu'on change notre
notre mantra éducationnel et qu'on s'arrime un peu sur le modèle anglo-saxon. C'est d'abord la formation de la compétence, le know-how. Qu'est-ce que tu sais faire sur le marché? Quand vous allez voir un chef d'entreprise, oui, c'est pas tant votre diplôme qui l'intéresse, c'est juste un indicateur, voilà, une caution qui lui donne quelque assurance par rapport à ce que vous avez comme acquis. Mais après, c'est qu'est-ce que vous pouvez lui apporter de manière concrète. Au-delà de ça, il faut que cet alignement à des standards communs, à des standards nationaux, puisse permettre à nos étudiants de pouvoir valoriser leur parcours de formation à l'étranger pour ceux qui désirent se perfectionner dans des filières pointues dont l'offre n'existe pas au plan national. Mais il se trouve que justement, ce n'est pas seulement le Bénin qui est frappé de cette sorte de dévalorisation du capital pédagogique de ces diplômes. Dans les universités occidentales, des fois, beaucoup d'étudiants qui s'inscrivent par exemple à partir de leur licence en année de master se voient déclassés vers des cycles inférieurs. Donc ça prouve qu'au fond, à l'international, ce ne sont pas des diplômes qui sont reconnus et valorisés. Donc je trouve que ce standard national offre cet avantage de la mobilité internationale à nos étudiants pour peu d'abord, effectivement, que le système éducatif national s'arrime à des standards internationaux, des partenariats avec des centres internationaux de validation à l'international, d'accord, de la qualité de nos diplômes. Je crois que ce serait tout bénéfique pour tout le système. Merci à vous deux. Allez, on va leur donner la parole pour terminer. L'après, comment est-ce que vous entrevoyez les choses? Qu'est-ce qui doit être fait selon vous pour mieux améliorer ce qui se fait actuellement, les cours Sonou? Pour mieux améliorer ce qui se fait aujourd'hui, je crois que lorsque nous parlons des EPS, il y a deux éléments essentiels. Il y a les étudiants et les enseignants. Donc, pour améliorer la qualité de ce qui se fait aujourd'hui, il faut mettre l'accent essentiellement sur la qualité des enseignants qui viennent donner la formation à nos enseignés et aussi améliorer aussi l'offre de formation. Il y a déjà un travail qui est fait au niveau du ministère, mais à chaque fois, il faut s'assurer s'il y a une adéquation entre l'offre de formation et les besoins qui sont exprimés par le marché de l'emploi. Donc, nous devons rester dans ce processus continu d'amélioration pour qu'il y ait une adéquation interne par rapport à ce que nous formons et aussi aux besoins de l'emploi. Mais également, lorsque nous parlons des réformes au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est un processus. Je crois que nous venons de finir avec l'agrément des filières. Avec le temps, nous irons également au niveau de... Vous avez reçu l'agrément aussi? Si, au cours on a reçu l'agrément pour les filières. Après l'agrément des filières, maintenant, il y aura l'homologation des EPS. Et je crois que c'est après l'homologation des EPS maintenant que l'État, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, saura s'il faut continuer avec les examens nationaux ou pas. C'est quoi la différence, excusez-moi, je peux pas dire, entre accréditation des filières et puis homologation des écoles? Oui, bon, dans le processus, après l'homologation des filières, il y aura encore une autre étape qui concerne essentiellement maintenant les écoles même, les EPS même pour l'homologation. Dans son temps, le ministère va nous dire... C'est quoi la différence en fait? L'homologation des filières, c'est que l'établissement est autorisé à dispenser. Oui, les filières. Mais après, quand on homologue la filière, je suppose qu'au départ, l'établissement a été autorisé avant que les filières. L'établissement est autorisé, mais pas homologué. Je crois que c'est ça. Au départ, il y a quoi? Il y a autorisation d'ouverture. Explication de texte. Il faut que les filières aussi... On n'aura pas le temps de tout expliquer. Pardon. Excusez-moi. Malheureusement, on va faire ça après. Oui, professeur. On va vous envoyer ces dossiers à Mouzouvi que vous connaissez bien. Après l'étape d'homologation, le ministère va nous dire maintenant quelle est la conduite à tenir. Et comme c'est une décision qui viendra du ministère, tous les CPS sont obligés de respecter la décision que le ministère va prendre en son temps. Mais vous, en attendant précisément, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir, en attendant, être honoré? En attendant, au cours Sonou, ce que nous faisons, tel que je l'ai dit tantôt, c'est de mettre l'accent sur la qualité des enseignants. Nous recrutons les enseignants de qualité, les enseignants de rang A. Les enseignants de rang A, en dehors de ces enseignants de rang A, nous invitons aussi les professionnels pour venir aussi partager l'expérience d'entreprise-là avec nos étudiants qui sont recrutés dans les différents cycles de formation. D'accord. Allez, on n'a plus que 30 secondes pour vous, malheureusement. Allons-y, professeur. Bon, moi, je crois que l'essentiel repose sur la qualité des enseignants, parce que c'est lui qui donne l'enseignement. Et il faudrait quand même que ce qu'il donne soit de qualité. Et pour ce faire, il faut qu'il soit bien formé. Vous voyez, donc c'est pour cela aussi, les équipements, oui, évidemment, puisque nous sommes dans le professionnel, il y a les équipements. Et
Il y a des enseignants que nous avons fait passer par exemple par le CEPUAC parce que c'est la structure qui s'occupe des enseignants du public. D'accord. On a été obligé de solliciter ces spécialistes-là pour aider nos enseignants. Et cela est très important. Bon, comme il l'a dit, c'est au ministère qui reviendra après coup de décider de quelle école sera homologuée et aura l'autorisation de signer ces diplômes. De toute façon, les dispositions seront prises par le ministère pour veiller au grain, sûrement, parce que ça ne va pas être, bon, tel vient et puis on lui signe au bout de papier. Donc en réalité, un diplôme, quand vous savez, le ministère homologue l'établissement, c'est que l'établissement peut signer des diplômes. C'est ça l'homologation en fait. Les examens. Voilà. D'accord. Oui. Allez, merci à vous d'être venus, Marc Yanfo de Coursonon, René Kiné à la Magbo de Sainte-Félicité. Merci beaucoup, Josué. Merci. On se retrouve lundi prochain. Lundi, à quelle heure déjà, Josué? Quand on sort plus tôt. Sortez plus tôt. Merci beaucoup. On marque une courte pause, le temps de vous retrouver pour la suite de 5 sur 7 matin. On va lire quelques-uns de vos commentaires. Juste après, ne ratez pas le rendez-vous d'éthique. On vous parle de Enough for Children. C'est bien sûr dans quelques instants. Et puis, il y a ce roman à découvrir, ce recueil de nouvelles, La colère des dieux. À tout de suite. Dans le cadre de la Semaine du numérique, organisée par le ministère de l'économie numérique et de la communication, profitez avec l'ORTB du 22 novembre au 6 décembre 2018 de la quinzaine du numérique. Bénéficiez systématiquement de 15% de réduction sur toutes nos prestations et de 25% pour celles payées par l'application ORTB Mobile. Renseignements au 69 70 55 55. La quinzaine du numérique, c'est votre aubaine. Saisissez-la. J'ai dit au gars de la boutique Canal+, tu m'as reconnu. C'est pour ça que tu me fais un prix, hein? Et le gars me dit, pas du tout. C'est le nouveau prix. Et je lui demande, il y a tous les programmes dedans. Et il me regarde et il me dit, il y a tout dedans. Et je lui demande, est-ce qu'il y a la HD dedans? Et il me dit, mais oui, c'est aussi dedans. Et oui, il y a tout dedans. Pour l'incroyable Noël de Canal+, le décodeur HD passe au prix exceptionnel de 5 000 francs, avec plus de 20 grandes chaînes en haute définition. Et en plus, la parabole est offerte. N'attendez plus, abonnez-vous vite. Il y a tout dedans. Bienvenue à Cotonou, bienvenue au Bénin, bienvenue dans le pays de Béhanzin. Beaucoup de culture, mais j'aurais pu appeler cette émission à la recherche du vaudou. Avec le rappeur DJ Awadi, partez à la rencontre de ceux qui font la culture béninoise. Hey Awadi! C'est quoi le truc original qu'il y a là et qu'il n'y a pas ailleurs? L'énergie, c'est là. DJ, il n'y a rien de plus puissant que le vaudou. C'est du rap comme moi j'entends. Et laissez-vous envoûter par une jeunesse qui s'ambiance. Le Yes Africa, you can! Je contrôle le game depuis ce moment. Rendez-vous à Cotonou, c'est mardi à 20h30 dans les Mardis de l'Afrique sur Canal+. Parfois vos rêves vous paraissent si grands. Et pourtant, en prenant un peu de hauteur, vous pouvez les saisir. Quelles que soient vos ambitions les plus fortes, il suffit parfois d'un peu de hauteur pour se les approprier. Un monde de possibilités s'ouvre lorsque vous prenez de la hauteur. Pour vous donner plus de hauteur, Diamond Bank devient NCA Bank. NCA Bank, le vrai visage de la banque.
Dans le cadre de la Semaine du numérique, organisée par le ministère de l'économie numérique et de la communication, profitez avec l'ORTB du 22 novembre au 6 décembre 2018 de la quinzaine du numérique. Bénéficiez systématiquement de 15% de réduction sur toutes nos prestations et de 25% pour celles payées par l'application ORTB Mobile. Renseignements au 69 70 55 55. La quinzaine du numérique, c'est votre aubaine. Saisissez-la. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'émission c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes lundi, le lundi 26 novembre 2018 et nous parlons essentiellement aujourd'hui éducation éthique, mais avec cette grosse actualité que vous inspire la décision du président Macron de restituer justement au Bénin, sans tarder, 26 œuvres saisies en 1892. C'est justement cette actualité que nous abordons. Nous avons eu le temps d'en parler il y a un instant dans le débat. Et puis le débat, c'était également sur la toile. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Ricardo, Loïc Kwekou, comment vous allez? Je vais très bien, et vous-même? Je vais également bien. Bonjour Serge Ayaka. Bonjour Ricardo. C'est pas qui c'est. J'ai compris. Et donc, il y avait cette question du jour sur les réseaux sociaux, mais également à la télévision. Et il faut dire qu'en définitive, toutes sortes d'émotions se dégagent des commentaires et réactions des téléspectateurs et internautes sur la question de ce lundi. La plupart des intervenants ont estimé qu'il s'agit d'une décision salutaire que le président français décide de restituer 26 œuvres au Bénin, mais il y a ensuite beaucoup de personnes qui émettent des réserves. Ainsi, certains craignent que les œuvres promises à la restitution ne soient que des copies des originaux. Cela appelle donc à la vigilance des autorités béninoises. D'autres estiment que même si la démarche est bonne, le Bénin ne serait pas encore prêt pour les accueillir et les conserver dans les conditions qu'il faut. Je vais donner lecture de quelques commentaires sur Facebook, sur Twitter, mais également sur WhatsApp. Vous voyez qu'il y a de l'intérêt pour le sujet. Stéphane de Souza qui commence, il dit « C'est une décision politique de haute portée pourvu qu'à leur retour sur leur terre d'origine, qu'ils soient bien entretenus afin de stimuler et de favoriser le tourisme, ce qui, par ricochet, procurera à l'économie nationale une plus-value certaine », écrit Stéphane de Souza. Richard Awadjo nous dit « La décision du président Macron de restituer au Bénin 26 œuvres saisies en 1892 est une très bonne chose, mais on doit saluer également l'engagement du chef de l'État, M. Patrice Talon, qui veut faire de son pays la vitrine de l'Afrique de l'Ouest, et Ferdinand Sourou Missenhou qui dit « Si ce sont nos œuvres réelles, œuvres saisies, je m'en réjouis. Le gouvernement doit être vigilant et aller jusqu'au bout sans se réjouir trop tôt. La France est capable de tout. Qui sait si ce ne sont des reproductions de nos œuvres qu'il veut nous céder. Dans tous les cas, il faudrait être prudent », écrit Ferdinand Sourou Missin. On reste toujours sur Facebook pour prendre d'autres commentaires. Beaucoup de réserves également du côté de Saïd Giono Kalos qui nous dit « Les gens peuvent être contents, mais plusieurs savent que ce n'est pas une bonne idée. Les autorités ont mené une bonne et salutaire démarche, mais elles pouvaient trouver une meilleure alternative, écrit cet internaute. Il dit « Ces objets viendront périr ici en un temps record. Demandez l'itinéraire pour l'hôtel PLM à Léjo. Les gens l'ont oublié, à croire que plus personne ne connaît ce qui s'est passé pour en prendre soin. La démarche aurait pu être pensée plus profondément, écrit cet internaute. Javier Achare nous dit c'est une bonne initiative car le peuple africain et béninois en particulier a pendant longtemps attendu une telle décision. Les œuvres d'art sont chères, mais la vie de nos sans-papiers doit commencer aussi à faire l'objet de débats chez nos chefs de l'État. Carlos Danqueso écrit « C'est une décision salutaire et courageuse du président Macron car cela vient renforcer les liens de fraternité entre les deux pays. Ce que nous allons penser maintenant est le lieu de dépôt ou le cadre propice qui va assurer une protection de ces œuvres. Et la deuxième chose repose sur les stratégies de marketing. » On va faire un tour rapide sur Twitter. Gounou Setonди Raymond dit « Il doit aller plus loin. Une vingtaine d'œuvres, c'est bien.
Mais cela ne suffit pas. Ces reliques nous sont chères. Nous tenons aussi bien aux unes que les autres. Et Narcisse Tomentine de dit c'est un premier petit pas. La restitution de nos arts ancestraux est une question de dignité. Et nous allons terminer avec l'analyse de Espera de Nouveau aussi qui nous a écrit sur WhatsApp. Il dit la décision du président Macron est salutaire et elle démontre une certaine prise de conscience des nouvelles relations qui doivent prévaloir entre États ayant un passé colonial. La diplomatie béninoise est également à saluer et à exporter dans certains pays africains. Aussi, le gros du travail revient maintenant au Bénin. Il faut renforcer les institutions et les lois de protection, de promotion du patrimoine culturel, initier des partenariats de cogestion ou de transfert de compétences en la matière. La France est certes un partenaire d'office, mais c'est important de voir des possibilités avec les pays africains. En conclusion, écrit Espera de Nouveau si je voudrais suggérer qu'on ne précipite pas l'effectivité de la restitution, autrement on risque de laisser des faiblesses que pourront exploiter les criminels du marché noir, qui est une réalité en Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, Espera, qui est un confrère d'ailleurs et qui s'intéresse beaucoup aux questions de patrimoine et à la culture en général. Merci beaucoup, Espera, de nous aussi. Merci, mon cher Maurice Tantan. Merci, Serge. Merci, Ricardo. Merci, Maurice. Allez, je sais que ce que nous allons dire là maintenant, ça va vous intéresser. Oui, parce que pour être blogueur et en même temps quelqu'un qui s'intéresse aux applications, on vous parle maintenant de ce hackathon qui aura lieu et pour la sauvegarde et pour le secours de nos enfants. Pour rappel, le 20 novembre dernier, c'était la journée mondiale des enfants et à l'occasion, l'UNICEF et puis l'association des blogueurs lancent ce hackathon Innov for Children. On en parle très rapidement. Comment faut-il y participer? C'est un concours, vous allez le découvrir. Super, rien que pour vous. Nous allons justement à la découverte de Innov for Children. C'est une application qui vient en réalité au secours des enfants. C'est cela. Je dirais son concepteur, Joël Arsène Noumonvi. Vous êtes blogueur. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Alors, Innov for Children, c'est une application, je le disais à l'instant, qui vient au secours des enfants. Pourquoi une application qui devrait pouvoir aider les enfants? Il faut déjà le dire. Bonjour Serge, bonjour Ricardo. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de présenter le hackathon Innov for Children. Il faut dire que ce n'est pas encore une application, mais c'est plutôt un concours qui est lancé pour que nous puissions avoir des applications qui seront utiles pour la défense des droits des enfants au Bénin. Donc, ceci dit, il faut dire que depuis plusieurs années déjà, UNICEF a fait un levier de développement de la technologie et des innovations pour défendre les droits de l'enfant. Puisque UNICEF a reconnu que c'est déjà une nécessité de pouvoir combiner les partenariats, les technologies et les innovations pour défendre les droits des enfants au Bénin et des jeunes, bien sûr. Donc, depuis 2015, il a été lancé un centre et un fonds d'innovation pour l'UNICEF pour recevoir et investir dans les nouvelles technologies, les innovations pour défendre les droits de l'enfant. Donc, en 2018, notre partenariat UNICEF au Bénin et Association des blogueurs du Bénin, nous avons initié ce hackathon pour que les jeunes, les Béninois puissent innover, puissent créer des applications, des logiciels pour permettre que le travail que UNICEF fait au Bénin puisse s'élargir davantage et que les enfants qui souffrent de ces maux puissent trouver des portes de sortie. D'accord. Alors, c'est un concours d'application. Oui. Comment est-ce que j'y participe? Oui, c'est très simple. Nous avons besoin des équipes, puisqu'il faut toute une équipe pour participer au concours Innov for Children. Et dans une équipe, on a besoin de 2 membres minimum et 4 au maximum. Dans une équipe, du moins, il faut déjà un développeur, un designer, ou un graphiste, ou un chef de projet, ou quelqu'un qui s'occupe du management, pour constituer l'équipe. D'accord. On ne vous impose rien, mais on voudrait avoir au minimum 2 personnes et au maximum 4 personnes. D'accord. Alors, quelles sont les dates retenues? Oui, les inscriptions sont déjà lancées depuis le 20 novembre dernier, le jour où nous avons lancé le hackathon. C'était la journée mondiale de l'enfance. En ce moment, on a fait le lancement à l'Écrit Labs de Cotonou. Donc, les inscriptions prendront fin le 7 décembre prochain. 7 décembre, d'accord. 7 décembre prochain. Et le 11 décembre, le jury
va délibérer pour sélectionner les 8 meilleures équipes dont les projets qui seront présentés en ligne, c'est-à-dire lors de l'inscription, va intéresser le jury. D'accord. Voilà. Maintenant, le 17 décembre, il y aura un atelier de formation où on va parler de technologie et des droits de l'enfant. Ceux qui ne maîtrisaient pas avant et voudraient créer des applications pour les enfants, il faudrait qu'ils aient les BABA des droits de l'enfant. Donc maintenant, le 18, le 19 et le 20 décembre aura lieu le hackathon proprement dit. Ça va se dérouler de 8h à 18h au centre Etrelaps de Cotonou. Maintenant, le lendemain, le 21, il y aura la délibération pour choisir les 3 meilleures équipes dont les innovations ont intéressé le jury. D'accord, d'accord. Alors, une question de précision. Oui. Qu'est-ce que j'apporte si je dois y participer? Voilà. À part ce que je connais. Oui, on a besoin que chacun puisse venir, notamment les développeurs avec leurs ordinateurs. D'accord. Et leurs outils de travail. Puisque ce que nous leur offrons l'espace de travail, nous leur offrons la connexion Internet pour être connectés pour travailler. Et ils sont pris en charge, ils prennent les trois repas par jour. D'accord. Alors, et qu'est-ce qu'on gagne à la fin? Oui, il faut dire, comme on l'a dit, Innov for Children, c'est pour participer à la défense des droits de l'enfant. Et le fonds et le centre d'innovation de UNICEF, c'est pour les logiciels libres. Donc, ce que nous gagnons, ça dit que nous apportons d'autres compétences et les lauréats vont gagner des ordinateurs, de connexion Internet et vont suivre pendant 6 semaines de la formation au niveau de l'Etrelaps de Cotonou pour se perfectionner davantage. D'accord, merci. Arsène, merci beaucoup d'être venu. Hein. Et puis, en avant donc pour Innov for Children, des applications au secours de l'enfance. Allez, on va maintenant à la découverte de la colère des dieux. Ils sont furieux, les dieux, ils sont fâchés. Et pourquoi? Qu'est-ce qui a créé tout ça? C'est un recueil de nouvelles que nous présente Patrick Djossou. Alors, Patrick Djossou, on vous retrouve cette fois pour parler de la colère des dieux. Bonjour, Patrick. Oui, bonjour Ricardo Loïc Pécou, bonjour Serge Senandé Ayaka. De nouveau, bonjour. Oui. Alors, il y a donc ce recueil de nouvelles de M. Robert Sénakman et Djamia que vous nous présentez. Oui. Homme de lettres de nationalité béninoise, Robert Sénakman et Djamia a commencé à flirter avec l'écriture depuis les bancs scolaires. Ancien élève du lycée Béanzin, licencié en anglais, il est un enseignant de cette langue, la langue de Chespi. Et entre-temps, il fut emporté par le vent de l'aventure vers le grand pays d'aventure anglo-saxonne, les States, les États-Unis d'Amérique, où il a vécu pendant une dizaine d'années. Il est revenu avec dans sa valise cet ouvrage, La colère des dieux, un ouvrage qu'on pourrait surnommer Retour d'un aventurier au pays natal, mais qui est titré La colère des dieux. Monsieur Djamia, bonjour. Bonjour, monsieur Ricardo. Bonjour, monsieur Patrick Ricardo, Serge. Monsieur Serge, bonjour. Bienvenue. Alors, la colère des dieux, pourquoi la colère des dieux? Oui, cette question revient toujours, la colère des dieux. Mais en fait, la colère des dieux, ce n'est là que les manifestations de la nature contre une certaine injustice. Pas une certaine injustice, contre la méchanceté humaine. Oui, contre la méchanceté humaine, et c'est à travers les 3 nouvelles que vous avez éditées ici. Oui. Et la première nouvelle intitulée Le bal des complices. Oui, le bal des complices. Le bal des complices, c'est comme 2 complices qui s'ignorent, mais qui ont passé toute une nuit à danser sur la même piste. Oui. C'est très intéressant, ça. Très intéressant, ça m'a fait sourire. Alors, toute une nuit à danser, et c'était dans une nuit opaque, une nuit où il y avait le réel et l'irréel. C'est vrai. Les complices, il y a d'abord un humain, et l'autre qu'on peut appeler un génie, un fantôme, un invisible. Oui. Un invisible qui prend la forme d'un bout de bois, mais qui parle. Oui. Alors, et cela a permis à l'humain l'humain avait déjà un ami qui a pu
assister à une cérémonie à sa place. Oui, effectivement. Vous voyez, c'était la veille d'une des plus grandes cérémonies traditionnelles dans la région Agoni, à Voruhodji. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Ouais. Et en fait, c'est des cérémonies très dures surtout pour les veuves, parce que on peut appeler donc la dernière étape de veuvage. Oui. À l'issue de cette cérémonie, bon, les veuves se défendent complètement de leurs contraintes, c'est-à-dire à ne pas se laver régulièrement, à ne pas se peigner, à ne pas se coiffer, et à ne pas aller vers d'autres hommes, etc. Donc, et la nuit de l'inauguration, la nuit de cette cérémonie, vous avez dit génie? Oui. Enfin, tout ce qui semble, tous les esprits, moi je vais peut-être les appeler, tous les esprits sont réveillés. Et il était donc interdit à un certain moment d'appeler même le nom de quelqu'un que vous connaissez au cours de la cérémonie parce qu'il risque de subir des sorts. D'accord. Alors, le bal des complices, il s'agit de Dangbenon et de celui-là dont on ne connaît pas le nom, qui ne serait pas un humain. Dangbenon faisait partie des notables et devait assister à l'inauguration de cette fête-là, de cette grande messe. Et il s'est trouvé que, ayant passé toute la journée chez son ami dans un village voisin, il tenait à y être, et c'est à 0 heure. Mais malheureusement, au cours du trajet, il s'est passé un certain nombre de choses. Les esprits déjà réveillés qui couraient partout avaient commencé par le narguer. Il a fini par emprisonner un. Et là, l'esprit ne pouvait plus aller où il allait, et lui non plus ne pouvait plus aller assister à sa cérémonie. Mais il y a eu un fait extraordinaire à la cérémonie. À la cérémonie, son ami s'était dédoublé quand même et a pris sa place. Et personne n'a su que Dangbenon n'était pas à cette cérémonie inaugurative. Donc, l'ami a pris la forme de Dangbenon. La forme de son frère, de son ami et frère. Oui. Et a assisté. Et donc, il n'y avait pas l'absence de Dangbenon, en fait, à cette cérémonie-là. Oui. Et c'est une nouvelle, on ne va pas tout dire, puisqu'on veut inviter les lecteurs à lire. Et la deuxième nouvelle, c'est intitulée « Au nom de l'amour ». Et au nom de l'amour, de belles choses peuvent se passer comme des choses pas très belles. Au nom de l'amour, on peut accepter l'infidélité. Bon, voilà, c'est quand même compliqué de dire qu'au nom de l'amour, on peut accepter l'infidélité. Non, nous devons aller un peu plus au fond de la casserole pour comprendre ce qui s'est passé. Michel et Monique. Oui. Et Monique, voilà un couple idéal qui s'aimait, qui s'aime bien. Mais au bout de 5 à 6 ans, ils n'ont jamais pu mettre au monde. Alors, dans notre société africaine traditionnelle, quand dans un couple, une femme ne met pas au monde, qui est le responsable? C'est la femme. Qui est accusée à tort. C'est elle qui est accusée. Ouais. Alors, cette histoire a fait que les amis de Michel lui ont demandé, de voir ailleurs. Son papa également. Et donc, toute la famille et tous les amis, c'était désolidarisé de lui. Mais lui, il avait une éthique. Il n'entendait pas, n'est-ce pas, laisser sa femme partir, la femme qu'il aime de tout son cœur, et la femme qu'il aime aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il a même accepté de parcourir les hôpitaux et même les guérisseurs. Et il a découvert que... Mais finalement, non, Michel n'a jamais rien découvert. Il s'est trouvé qu'après les premiers examens du docteur Rodrigue, qui est donc un cousin à Monique, les résultats se sont avérés que c'est Michel qui avait le problème. Alors,
Si Michel savait, dès qu'on lui dit qu'il ne peut pas mettre au monde, il ne croirait pas. Il ira toujours chercher ailleurs. L'harmonie du foyer va s'en ressentir. D'accord. Conclusion, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc, Monique a pu trouver une solution. Bon. On va découvrir ça là-dedans. Si c'est dans la colère de Dieu. On va découvrir ça. La troisième nouvelle, la colère de Dieu. Ce qui a marqué par rapport à cette nouvelle, la colère de Dieu, c'est la trahison, la jalousie qui est punie par les dieux. Oui, en fait, pas la trahison, mais la jalousie, cette convoitise qui semble habiter certaines personnes à vouloir du mal à quelqu'un qui réussit. Oui. Alors, Bonou, c'est de lui qu'il est question. C'est lui qui finalement a essayé de supprimer, pas essayé, il a réussi à supprimer son cousin. Ben ouais. Bon. Allez. Les dieux se sont fâchés. Et puis ça, et l'ont puni. C'est le titre éponyme justement de cette belle œuvre, La colère de Dieu. À ne pas aller chercher en pharmacie, c'est dans les librairies. C'est dans les librairies. Un peu partout. Oui. Merci. Bon, avant de partir, l'ouvrage nous a démontré que quand les dieux se fâchent, il faut une confidence publique du coupable. Donc, c'est ça qu'on dit. Oui. Il faut lire. Oui, lisez ça et vous m'en direz. Moi, je suis déjà à la moitié. Depuis c'est arrivé d'un trait. Oui. Merci beaucoup, monsieur Damien. Merci. Gérard Patrick Dossou, merci beaucoup. Merci. À tantôt. Allez, on va faire maintenant la revue de la presse béninoise. C'est bien sûr William Aguia qui a écumé pour nous les journaux. Oui, William Aguia, bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Allez, très rapidement, on démarre par la politique et vous nous dites que suite au départ du PRD du bloc républicain, 2 personnalités, et par des moindres, quittent la barque arc-en-ciel. Oui, l'information est à la une du quotidien Fraternité Jean-Claude Oussou et Mathurin Deschacus quittent le PRD. Des départs qui font suite à la volonté du Parti de Renouveau démocratique de ne plus faire route avec les autres partis membres de la majorité présidentielle en vue de la formation du bloc républicain, un bloc que les personnalités suscitées vont rejoindre pour rester fidèles aux idéaux du chef de l'État, précise le rédacteur de l'article, qui en déduit d'ailleurs que c'est la preuve que le président Patrice Talon n'approuve pas la position du PRD. De toute façon, croit savoir mon confrère, le ministre Jean-Claude Oussou et le président Deschacus, avec le départ de ces 2 personnalités, c'est donc clair que le champ du nouveau départ prend ses distances vis-à-vis de la liste PRD. Et puis, projet d'enrichissement à titre dérogatoire, l'état civil, un acte de haute portée sociale, dites-vous. Oui, ils sont près de 2 500 000 en passe d'être sauvés, écrit le quotidien Les Pharaons, qui ajoute que contrairement à la mascarade que fut le recensement administratif à vocation d'état civil avec le gouvernement défunt, Patrice Talon est en passe de relever un défi de fournir, de fournir à ces Béninois des extraits d'actes de naissance et à l'autre vision d'ajouter que de l'annonce à l'action, Patrice Talon tient promesse. Les agents sont déjà sur le terrain pour un bon déroulement des opérations. Il va sans dire que le régime du nouveau départ fait preuve de pragmatisme, conclut le rédacteur de l'article. Et puis, restitution annoncée par la France de plusieurs œuvres d'art au Bénin. Patrice Talon étonne l'Afrique et le monde. Oui, un titre qu'on doit bien justement au quotidien, La priorité, à peine le rapport sur la restitution des biens culturels africains a été transmis au président français. Ce dernier surprend tout le monde juste quelques heures après Emmanuel Macron décide en effet de retrocéder 26 pièces pillées entre 1892 et 1894 au Dahomey. Mais cette volonté affichée n'est pas sortie du néant, relève mon confrère. Il aura fallu une demande formulée en bonne et due forme par la partie béninoise. C'est donc le rêve du président Patrice Talon qui se concrétise et crée le meilleur, l'événement précis
ajoute que le Bénin pourra bientôt entrer en possession des biens culturels pillés il y a un peu plus d'un siècle. Le patrimoine africain doit revenir aux pays africains, quitte à eux d'en faire bon usage. En tout cas, souligne le rédacteur de l'article, ce patrimoine béninois sera bel et bien conservé au Bénin. En tout cas, relève le rédacteur de l'article, il faut cette précision pour rassurer ceux qui s'inquiètent de la capacité du Bénin de prendre soin de ce patrimoine qui est en route pour le Bénin. Le ministre Oswald Homeki rassure et crée le progrès. Pour lui, souligne le rédacteur de l'article, le Bénin est un État souverain qui ne fait pas preuve d'avarice sur les moyens quand il s'agit pour lui de construire des musées et de créer d'autres clauses pour la conservation et l'entretien de ces biens culturels. Il n'y a donc pas de doute, conclut mon confrère, le Bénin va bien conserver ces biens qui sont en route donc pour Dahomey d'hier et Bénin d'aujourd'hui comme cela se doit, et que la France ne devrait pas s'inquiéter. Merci à vous, William Aguia, pour cette revue de presse assez complète. On vous retrouve demain. Merci, plaisir à dire. Merci. On reçoit dans quelques petites secondes Hugues Zissou-Zounon, ce sera pour le sport. Sans transition donc, on prend Hugues Zissou-Zounon. Bonjour Hugues. Bonjour Ricardo, bonjour Serge, bonjour à tous, bonjour à toutes. On va parler des écureuils, un extrait de Michel Dussuyer qui a accordé un entretien à la télévision nationale. Concernant ces bio, la situation est simple. Sebio Soukou nous a rejoints. Le schéma directeur, c'était de dire, dès qu'il arrive, il fait un passeport. On pensait récupérer ce passeport le lundi soir. Ensuite, la deuxième étape, c'était de soumettre toutes les pièces du dossier à la FIFA pour appréciation. Non pas que nous devions déposer un dossier parce que le joueur n'a pas joué pour les équipes nationales de jeunes allemandes, mais pour que le dossier soit apprécié par la FIFA, pour vraiment savoir si on est en concordance avec tous les prérequis de la FIFA pour que le joueur soit éligible. On n'a pas reçu de réponse avant le match. Donc j'ai dit avant le match que je ne prendrais aucun risque d'aligner un joueur et puis après de se retrouver avec la menace d'une réserve et éventuellement d'un défaut dans le dossier et qu'on perde ce match sur ce tapis vert. Moi, je me refusais à cette logique-là. Maintenant, c'est dommageable que les choses se soient passées ainsi. De toutes les façons, Hugues, je souhaiterais vraiment que demain, on revienne encore sur cette actualité du cas Sebio, parce que c'est très important d'en parler, ça me tient beaucoup à cœur. Et puis, il y a un téléspectateur qui veut qu'on vous demande, puisque l'arbitre namibien a été sanctionné, est-ce qu'on ne devrait pas revoir la sanction de ces saillants? Honnêtement, je ne fais pas partie il y a un téléspectateur qui demande de la commission centrale des arbitres de la Confédération africaine de football et je ne sais pas non plus si la sanction de M. Pavaza est liée à la rencontre entre le Bénin et l'Algérie. Je sais qu'il y avait un petit souci entre le Rwanda et la Côte d'Ivoire. L'arbitre avait estimé que les Rwandais ont tenté de le corrompre. Toute dernière info, il faut dire que Sidney Govou est à Cotonou pour quelques jours. Il était aux côtés des enfants hier dimanche. On reviendra sur cette actualité. Demain. Merci Hugues Zissou-Zounon. 5 sur 7 matin, Serge. À demain. Fini. À demain.